Bonjour et bienvenue à vous, ravi d'être avec vous ce matin dans votre émission Bonjour d'Algérie. Ravi encore donc de vous retrouver ce matin. Si vous prenez votre café, je vous souhaite un bon café. Et comme chaque jeudi, nous retrouverons Mina Abed qui nous donnera le programme culturel de la semaine. Et bien entendu aussi comme chaque jeudi, donc nous recevrons Hamza Djellab. Il nous parlera de décoration. Ce matin, nous verrons comment nous décorons notre intérieur avec goût et raffinement. Nous parlerons aussi, puisque le 22 février, donc c'est la journée mondiale des scouts, nous recevrons donc des membres du scout Al-Najah. Ils seront là ce matin pour nous parler de toutes leurs activités et du programme pour l'année. Nous parlerons aussi d'artisanat puisque une exposition collective d'artisanat se déroule donc au musée Daoud Djelamia. Donc ça a commencé le 17 février et ça continuera jusqu'au 3 mars. Donc les artisanes seront là pour nous parler de leur passion, de leur art dans les moindres petits détails. Et donc nous finirons donc avec un spectacle. C'est un spectacle qui se déroulera donc le 22 février. C'est un spectacle d'art, donc en fait, les membres de ce spectacle seront là pour nous parler. Donc ça sera ce soir, donc le 22 aujourd'hui. Et voilà pour le programme de ce matin. Et nous commençons comme d'habitude avec le point météo avec Mina Abed. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Mina Abed, bonjour. Bonjour Maline, bonjour à tous. Comment vas-tu? Ça va? Bien. Très très bien. Il fait beau aujourd'hui. Il fait bon, oui, en attendant la pluie à partir de demain. Oui. Voilà. À partir de demain? À partir de demain. Super, tant mieux. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Oui, exactement, une excellente nouvelle. Donc en attendant demain, quel temps il va faire aujourd'hui? On va le découvrir tout de suite. Bonjour à tous, c'est très très bon réveil de la brume, des nuages bas. Ce matin sur les régions nord, puis le ciel restera dégagé à partiellement voilé à l'ouest, au centre et à l'est, mais avec des vents assez forts à l'ouest et au centre, des vents jusqu'à 50 km/h. Et puis sur la partie sud, beaucoup de soleil. Sur le Nord Sahara, la Saoura, les oasis, l'extrême sud, avec de fréquents soulèvements de sable, notamment le long des frontières algéro-maliennes et le Sahara central. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera une petite hausse du mercure avec des températures qui risquent d'atteindre les 24 degrés et même plus, notamment vers la partie ouest. Alors ce serait super sympa d'avoir les températures là tout de suite. Donc le mercure atteindra les 26 degrés. Du côté de Tlemcen, 25 degrés à Oran, 24 degrés à Alger, 22 degrés à Annaba. On notera un minimum de 16 degrés du côté de Constantine et Sétif. Et puis sur la partie sud, eh bien, on notera 22 degrés à Gardaya, Hassim Saoud, Ilizi, 23 degrés à Tamerasset, 24 à Janet, 24 également à Insalah, 26 à Darar, 30 degrés à Tindouf et enfin 33 degrés. Ce sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, eh bien, on notera une mer très agitée vers les côtes de l'ouest, agitée sur le centre et l'est avec des vents entre 20 jusqu'à 60 km/h vers les côtes de l'ouest, entre 10 et 50 km/h sur le centre et enfin entre 10 jusqu'à 40 km/h vers la partie est. Encore une fois, très bonne matinée et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل.
Merci. Donc on te retrouve à midi et à 19h. Tout à fait. À tout à l'heure. Merci. Et donc on continue. Je vous propose d'écouter une chanson palestinienne de Mahmoud Al-Khudr, Filistin Biladi. Objets donc, qui nous viennent de nos deux invités. Bonjour. Bonjour. Alors, nous avons le plaisir de recevoir Amira Kadri. Bonjour Amira bonjour. Kadri, comment allez-vous? Ça va, je vous remercie. Alhamdoulilah, on est ravis de vous recevoir. Merci. Vous et toutes ces œuvres très très belles. Merci beaucoup. On va en parler donc dans un moment. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir Samia Rahim. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors, donc vous avez participé ensemble à une exposition collective d'artisanat. Exactement. Donc au musée Khdaout Lamia. Oui. Donc pour vous, Madame Kadri, c'est votre deuxième exposition. Exactement, c'est ma deuxième. La première était au Bastion 23 l'année dernière avec l'association des Beaux-Arts d'Alger. Cette année, c'est avec Monsieur Adjaout. Nous sommes les apprenantes de Monsieur Adjaout et donc c'est notre troisième année avec lui à l'atelier de Bellecour. Et nous faisons la décoration sur bois, de la céramique, on touche un peu à tout, quoi. Donc voilà, tout support. D'accord. Et pour vous, Madame Rahim, c'est votre troisième exposition? C'est ma troisième exposition. Bon, la première exposition, c'était à Mustapha Bacha, toujours avec l'association des Beaux-Arts. Et la deuxième, c'était à Bastion 23. Et la troisième, c'est avec Monsieur Adjaout. Voilà, donc qui se déroule et qui finira le 2 mars. Le 2 mars, oui. D'accord, jusqu'au 2 mars. Donc parlez-nous un petit peu de l'ambiance qui, on va dire, un petit peu avant donc, cette exposition, tous les préparatifs, toutes les pièces que vous avez choisies d'exposer. Ça s'est passé comment un petit peu? En fait, dès notre début chez Monsieur Adjaout, dès qu'on a commencé les cours chez lui, c'était en janvier 2022, il nous a dit, voilà. Période du Covid qui vous a un petit peu poussé. Exactement. Il y a beaucoup d'artistes qui, on va dire, qui sont nés en cette période-là. Exactement. Bon, l'aventure a commencé un peu plus tôt, c'était vers 2017-2018. Nous étions dans les ateliers Caritas d'abord. On avait fait de la mosaïque, on avait fait de la peinture sur bois, on avait un peu touché un peu à tout, quoi. Bon, il y a eu sans réellement vous spécialiser, on va dire. Non, sans réellement nous spécialiser. Déjà que la période Covid, on s'est arrêté, on est resté un peu à la maison avec les enfants et tout. Et bon, on a fait plusieurs activités en même temps, hein, à la maison toujours. Après, nous avions décidé de chercher Monsieur Adjaout. On s'est donné le mot. On a commencé un peu à chercher. Et puis, il y a un atelier qu'on avait fait à l'époque à Dar el-Jazair, à Cheraga. C'était son fils qui animait l'atelier. C'était le cuivre repoussé. Le cuivre repoussé, oui. Et très, très belle technique aussi. C'est là où on a parlé à son fils. On lui a dit, voilà, on voudrait contacter Monsieur Adjaout pour commencer un peu avec lui la décoration sur bois. Il nous a donné les coordonnées, on l'a contacté. Il nous a dit, bienvenue, vous venez. Si vous aimez ça, voilà. Si vous aimez ça, c'est bon. Ouais. On a commencé avec lui, c'est notre troisième année avec lui. Et franchement, c'est quelqu'un de très généreux, de passionné. On fait pas mal de choses avec lui. On touche un peu à tout. De la céramique, le bois, le papier. Bien sûr, on fait beaucoup de tableaux avec lui. Et donc voilà, l'aventure continue. L'aventure continue, voilà, pour vous. Et quant à vous, comment ça s'est passé un petit peu donc, Bon, c'est presque la même chose aussi. Après le Covid, j'allais arrêter parce que j'avais perdu mes parents le Covid. En bas, on m'a dit, c'est pas la peine de rester à la maison, tu dois sortir, tu dois faire quelque chose pour changer, Et on a trouvé Monsieur Adjaout. Voilà. Donc, parlez-moi un petit peu, ça s'est passé, donc comment le premier contact avec le bois et avec aussi la peinture sur bois. Bon, je sais que vous avez fait auparavant, mais est-ce que le bois vous a donné, on va dire, quelque chose de particulier? En fait, je vais dire que quand même, c'est des matériaux nobles. Hein. On a plusieurs types de bois quand même. Et donc, bon, des fois, on tombe sur, on va dire, le MDF, le mélaminé, n'est pas vraiment adapté à la décoration. Ne donne pas cette espèce de vie, cette espèce de satisfaction. Du tout. Et donc, on essaye de choisir nos objets par rapport à la qualité du bois.
Et donc voilà, on commence. Des fois, on imagine un objet. Par exemple, quand on voit le menuisier, on lui dit on va vous dessiner l'objet. Et là, franchement, il commence à prendre les mesures et tout. Et il commence à nous faire notre objet. Voilà. Là, c'est la céramique. Alors ça, c'est de la céramique. Oui, c'était de la céramique. On va monter. Non, il faut tourner. Ouais, ça y est. Voilà, je l'ai tenu C'est dans de le la bon sens. céramique. Ouais. On avait fait ça, c'était juste un essai. C'était la première fois d'ailleurs. En tout cas, réussi pour un essai. Merci beaucoup. Vraiment réussi. Merci beaucoup. Donc, vous alliez de la céramique, donc peinture sur céramique. Oui. Et en même temps aussi le bois. Vous mélangez aussi donc les deux. Un peu, Oui. oui, on mélange un peu les deux. Voilà. Quand même, quand on prend par exemple les carreaux de céramique, on pourra toujours le mettre dans un fond de bois pour être un dessous de plat ou juste une petite décoration à la maison. Donc voilà. Une petite boîte comme celle qui est là. Alors, Ça, c'est Ça, c'est la mosaïque. ça, c'est une mosaïque. Ça, c'est la mosaïque et la peinture. Voilà, alors on va le montrer, c'est très très joli. Donc vous avez allié, vous avez fait un mélange entre la peinture sur bois et la mosaïque. et la mosaïque. Voilà, on va le montrer. Donc un travail très, très minutieux, donc vraiment de toutes petites pièces. Oui, la mosaïque, c'est ça. Hein. C'est des- Beaucoup de patience, de minutie, oui. pour pratiquement tous les arts en général. Ouais, hein. tous C'est, les arts, il faut aimer, il faut avoir la patience pour faire ça. Et donc pour le choix du dessin, comment ça se passe quand vous choisissez C'est en voyant l'objet, tu imagines à peu près qu'est-ce que tu vas faire avec. Donc on fait le dessin. Très bien. On va parler aussi donc d'enluminure, donc vous faites aussi de l'enluminure. de l'enluminure aussi, oui, Aussi. exactement. Donc toujours sur le bois, Non, l'aluminium Sur le papier. sur le papier. Sur le Oui. papier. Très bien. On peut On va avoir encore aussi. montrer d'autres objets. Voilà, donc Ça, c'est le miroir. décidément ce matin, tout est à l'envers. Voilà. Oui. Ça, c'est un miroir sur lequel qu'on le fait. On fait d'abord le dessin, Dessin. en fait. On fait le dessin. On prend bien sûr l'empreinte l'empreinte, de oui. l'objet, puis on commence à faire notre dessin. Bien sûr, M. Adjout nous corrige à chaque fois parce que quoi qu'on fasse, il maîtrise mieux la technique, voilà, de décoration. On commence un peu à faire le dessin, le schéma, et puis après on prend le dessin sur l'objet et on commence à peindre. Voilà. Il y a des motifs très précis que vous devez avoir. Il y a 4 sortes de fleurs Fleurs. qu'on Et- utilise. Voilà, c'est ce détail-là que je voudrais avoir. Oui, parce ces que fleurs, c'est qui- vraiment qui fait la algérien. partie- Voilà. Voilà. Exactement. d'Algérie. Il y a le jasmin, il y a les roses, il y a aussi les œillets Et les œillets, et la tulipe. la tulipe. Voilà, D'accord. Donc des fleurs typiquement de de chez nous. chez nous. De chez nous, chez oui. nous, Voilà. C'est un peu de l'art musulman aussi, hein. C'est un peu tiré de l'art musulman. Et voilà, on a à la fin un très beau dessin, une très belle décoration sur bois. Et au niveau des couleurs, est-ce qu'il y a on va dire une restriction au niveau des couleurs ou est-ce qu'il y a des couleurs précises que vous devez toujours garder pour garder ce cachet? Pas du tout. Pas du Monsieur tout. Adjaout nous laisse le choix, le libre choix de prendre les couleurs qui nous arrangent. Mais généralement, on commence par faire nos couleurs. Après, on lui dit, monsieur, on a choisi ça et ça. Il nous dit, il n'y a pas de problème, allez-y, commencez. Et là, quand on commence, et ça vient tout seul. Hein. On a juste besoin d'être guidé parfois. Par exemple, pour l'ombrage, on a besoin de connaître la couleur de l'ombrage. On lui demande toujours son avis. Donc, voilà. Très bien. Donc, parlez-nous un petit peu. Est-ce que vous avez commencé à toucher au dessin déjà très jeune? Moi, c'était à partir du lycée, en fait. Et ça a commencé à ce moment-là. J'avais fait un petit Monet, Soleil levant, à l'époque, parce que le professeur nous avait demandé de faire un paysage. J'avais choisi de faire le Soleil levant au crayon de couleur. Ça a été réussi. Et c'est là où c'est venu. Ah oui, oui, je pourrais faire du dessin. J'avais commencé aussi par faire aussi un peu de peinture sur soie à l'époque. J'ai un peu touché un peu au papier, peinture sur soie, on va dire, un tout petit peu le bois. J'avais commencé un peu à peindre quelques objets. Mais par la suite, c'est l'expatriation qui m'a fait découvrir un art qui m'a, on va dire, qui m'a vraiment marqué. C'était, j'avais fait l'Inde, on est resté là-bas 5 ans avec ma petite famille. Et puis j'avais vu quelques objets
j'ai commencé à faire des recherches et tout. On m'avait dit que ça s'appelait minakari, la décoration sur bois chez eux. Je me suis dit pourquoi pas faire ça chez nous. Alors, dès qu'on est rentré, c'était fin 2016, je commençais un peu à faire des recherches. Et c'est là où je me suis inscrite à Caritas pour la peine. D'ailleurs, notre professeur, Allah yarhamha, Alji Abouzida, et c'est elle qui nous a un peu initiés à cet art avant. Voilà. Donc vous avez trouvé en rentrant cette continuité, vous vous êtes plus penché sur la peinture sur bois, la décoration algérienne. Exactement. Je voulais faire. Bon, je regardais toujours quand j'étais en Inde. Toujours il y a un objet où vous voyez le Made in India, et pourquoi pas le Made in Algeria, et puis pourquoi pas le faire exceller et puis je vais dire l'exporter à l'extérieur du pays. Voilà. Alors on va montrer aussi en même temps le livre d'Adjaoud, voilà. Donc de Monsieur Adjaoud, qui trace un peu sa vie, tout ce qu'il a fait, par où il est passé, voilà, par l'école des Beaux-Arts. Il avait fait l'école des Beaux-Arts. Il nous parle souvent de ses expositions, il nous parle souvent d'autres miniaturistes, de son ami d'enfance, Monsieur Bilkhila, Allah yarhamou. Voilà, on a toujours... nos ateliers sont animés en fait. Il y a beaucoup d'échanges. Justement, en parlant des ateliers, comment se passe la première rencontre là, quand le groupe, d'abord, vous ne connaissez pas, et ensuite, là, vous commencez à vous connaître au fil des séances, au fil du travail. On peut dire des années, voilà. Donc, en fait, il y a des liens qui se créent entre exactement. D'ailleurs, on est un groupe... On est solidaires, on s'échange beaucoup de choses. D'ailleurs, on salue Mohamed Bakouch, Rizqiya et Boutalib Siha, mes épouses Ben Marabet. Et le deuxième groupe de lundi et quelques membres du groupe de samedi matin. Voilà. Franchement, on s'échange beaucoup de choses. Et puis, quand on trouve de la peinture, par exemple... de la dorure, de la belle dorure, on est toujours à s'échanger. Les bons tuyaux, les bonnes adresses. C'est ça ce qu'on cherche. Parce qu'on n'a pas beaucoup de produits en Algérie. On doit toujours chercher les couleurs, à trouver des couleurs, à trouver des astuces. Et on se change en même temps, nous. quand on est artiste, on est très exigeant, on en veut toujours un peu plus. Il y a toujours, il y a toujours quelque chose qui nous fait. Il y a toujours de nouvelles idées qui viennent. Voilà. On est toujours à la recherche de nouveautés. D'ailleurs, au début, on prend un petit peu les idées. Comme Anna, par exemple, j'ai pris le dessin justement, de... très joli ça, objet. C'est à elle. Petite table basse. Oui. Tu parles de tableau. Je l'ai pris j'ai reproduit sur Lily. Et j'ai changé un petit peu le dessin, c'est tout. Voilà. Mais après, ça reste une œuvre unique, même si on s'inspire d'autres artistes, il y a toujours, ça sera jamais le même, et il y aura toujours. Oui, il y a toujours un changement, mais toujours, il faut dire, on s'est inspiré toujours de quelqu'un d'autre. En tout cas, merci beaucoup, c'est très très joli ce que vous faites. Merci. Bonne continuation. Merci. En tout cas, vous, vous honorez les artisans algériens, donc avec votre art, avec toutes ces belles choses que vous faites. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Et on continue. Tout de suite, je vous propose de suivre un sujet de Feria El Chir. C'est une exposition au niveau d'Alger. Une exposition collective mettant en lumière le riche patrimoine, la créativité et l'imagination des artistes algériens. Lors de cette manifestation, le savoir-faire et le talent d'un bon nombre d'artisans est mis en valeur. De la miroiterie, en passant par la confection de foulards et la fabrication de bijoux traditionnels et de bougies parfumées, les visiteurs restent conquis. On fait des bougies 100% naturelles à base de cire d'abeille. On évite la paraffine du mieux qu'on peut. Donc notre étude s'est faite sur le pétrole, mais on a essayé d'éviter ça parce que ça pollue l'environnement. En plus, c'est pas bien pour la santé. Parmi les exposants, des peintres étaient au rendez-vous à travers des toiles immortalisant la Casbah et la splendeur architecturale des mosquées d'El Mahrousa. Chacun exploite le talent qu'il a, qu'il possède, qu'il a dans la voie qui l'inspire. Il y en a, ça peut être le patrimoine, donc ça peut être, je sais pas, ça peut être l'abstrait.
l'art, c'est varié. On ne peut pas se concentrer que sur le patrimoine. Il n'y a pas qu'Alger, les vieilles villes, les vieilles parties de chaque ville a son âme, disons. Ammar Dahmani, artiste peintre autodidacte, s'est inspiré des femmes qui l'ont marqué durant son enfance. Des portraits remplis d'émotions et d'amour. Je le représente dans mes peintures comme Hadi Mathalan, c'est comme par exemple, elle est inspirée par ma mère. Le choix des couleurs est aléatoire, dans le sens où chaque peinture va commencer par une couleur, mais j'ai une prédilection pour le rouge, le noir, le blanc et le doré. Le choix de couleurs, il est assez original et intéressant, et ça pousse à réfléchir. Un espace qui a donné l'occasion à plusieurs artisans de se rencontrer, d'échanger et de s'inspirer l'un de l'autre et pourquoi pas réaliser des œuvres communes. Voilà, une très très belle exposition et un sujet signé Feria El Cheikh. Et tout de suite, comme je vous l'avais dit, aujourd'hui c'est la journée mondiale des scouts. Donc, et nous allons en parler ce matin donc, avec Rafiq Chebala. Sabah al-Khair, bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, toi? Alhamdulillah, alhamdulillah yaïchik. Donc vous êtes chef de groupe scout. Najah. Voilà, Najah. Et nous avons Hani Afki. Oui, voilà. Membre de l'équipe internationale. Un membre des scouts. Alors aujourd'hui, la journée mondiale, c'est un jour très particulier pour vous? Ben, effectivement, la journée mondiale du scout, tout d'abord, c'est une journée qui est célébrée partout dans le monde. Dans le monde. Par les différentes organisations scouts nationales à travers le monde. Et aussi, elle commémore la naissance du Lord Baden-Powell, qui est le fondateur de ce mouvement. Et aujourd'hui, le mouvement scout compte plus de 54 millions de membres actifs à travers le monde. C'est énorme. Oui, et qui ont cumulé jusqu'à présent plus de 2 milliards d'heures de services communautaires. C'est vraiment énorme. Et oui. qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui donc sur le scout en Algérie? Qu'en est-il? Le scout en Algérie, ben, c'est plus de 100 000 volontaires à travers les 58 wilayas du pays qui travaillent sans cesse dans le développement des jeunes, y compris le développement durable. D'accord, donc il y a on va dire, cet élément qui est très très important de nos jours, donc chose qui n'existait pas vraiment autrefois on va dire dans l'esprit des scouts, mais maintenant l'environnement fait partie intégrante donc des préoccupations et des... Ben, en fait, le mouvement scout a commencé par une idée, par le Lord Baden-Powell, et après ça s'est développé en un mouvement, en un réseau mondial, comme je viens de dire, cumulant plus de 54 millions de volontaires à travers le monde. Et c'est énorme. Et en fait, malgré les défis et la crise sanitaire qu'on a vécue, le mouvement a su s'adapter aux enjeux climatiques et sanitaires et a pu adapter ses activités, comme on a pu le voir, même pendant la crise sanitaire et pendant le confinement. Les activités scouts n'ont pas cessé et on a vu pas mal de conférences, pas mal d'événements qui ont été réalisés en visioconférence, par exemple. Ce qui prouve en fait la résilience de ce mouvement. Très bien. Donc, parlez-nous un petit peu donc, de votre travail au quotidien. Donc, effectivement, comme je suis le chef de groupe Scout Najah Tassi Youssef, donc pour cette occasion d'aujourd'hui, c'est une occasion cruciale parce qu'il célèbre l'esprit de fraternité et d'unité que le mouvement scout se caractérise à travers le monde. Donc, comme en Algérie ou en autre, cette journée est une occasion qui est pour mettre en lumière sur l'engagement du scout pour le développement des jeunes à travers les diverses activités qu'on fait à travers l'année. Des activités qui touchent presque tous les domaines, quels que soient culturels, quels que soient scientifiques, quels que soient sportifs, quels que soient sociaux, comme des actions humanitaires. À travers toutes ces actions, on aide les jeunes à s'intégrer et se faire créer, ou bien se former dans leur avenir pour qu'ils deviennent des gens responsables pour les défis majeurs de la société qu'on peut avoir dans le futur.
Donc, inculquer cet esprit de responsabilité, cet esprit citoyen aux enfants, c'est, enfin, aux plus jeunes, je ne sais pas, c'est de quel âge à quel âge? Donc, bon, le scoutisme, je sais qu'il n'y a pas de limite d'âge, mais à partir de quel âge? On commence à partir de 16 ans. À D'accord. partir de 6 ans jusqu'à... On n'a pas de limite Il n'y d'âge. a pas de limite. Donc il y a voilà. des programmes selon les tranches d'âge. Les tranches d'âge, voilà. Ben, 16 ans, c'est un peu pour les adultes, mais on a d'autres tranches d'âge pour les... Pour les plus jeunes? Oui, pour les plus jeunes, à partir de 6 ans et plus. Et quelles sont les activités pour cette tranche d'âge? Il y a des activités un peu, on va dire, différentes que pour les adultes? Ben, chaque section, chaque limite d'âge, elle a ses caractéristiques. Hein. Par exemple, les enfants, ils ont tendance à apprendre par le jeu, par la pratique, etc. Et pour les plus jeunes, ben, on passe à des méthodes plus développées. Par des formations, ce qu'on appelle le Wood Badge. Ben, on a une formation qui nous est spécifique. Le Wood Badge qui permet en fait de former les jeunes scouts on les forme pour qu'ils prennent en charge et pour qu'ils forment de leur côté les jeunes enfants. Les plus jeunes. Donc vous commencez déjà à initier, on va dire, ceux qui sont un peu plus grands, à prendre en charge les oui. Les et plus jeunes. on applique une certaine pédagogie, on applique certaines approches qui sont utilisées ailleurs, mais on a en fait notre pédagogie scout et nos propres manuels. En fait, c'est ça en fait, qui fait en fait, la spécificité de notre organisation. On a pu développer nos propres méthodes. D'accord. Essayez aussi d'inculquer surtout le sens des responsabilités. Donc, comme a dit mon ami, donc, on essaie toujours dans nos programmes d'aider ces jeunes enfants à avoir le sens de responsabilité en participant aux activités ou bien aux actions communautaires, ou même de leur donner des tâches pour qu'ils deviennent responsables aux plus jeunes que dans ce mouvement. Quel genre d'activité, par exemple, vous avez effectué ces derniers temps? Donc, comme j'ai dit, il y avait plusieurs. On essaie de toucher tous les domaines. Par exemple, dans le cadre social, on essaie de faire des actions humanitaires pour donner de l'aide en nécessiteux. Et par rapport dans le cadre culturel, on essaie d'incuber les jeunes et trouver leurs talents, que ce soit de la musique, ou bien le théâtre, la poésie, etc. Même dans le sport, on essaie de faire des activités pour trouver la passion sportive des jeunes. Et aussi, nous avons des activités de cadre du scoutisme, comme des campings ou bien des techniques scouts. Par rapport au camping, on fait des campings même en plein air pour apprendre le contact de ces enfants avec la nature et l'importance de préserver l'environnement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un jeune scout, allez, on va dire, qui est rentré très jeune et on va dire de 6 à 16 ans? Vous suivez donc l'évolution, son éducation, sa personnalité aussi? Vous forgez aussi la personnalité de ces enfants? Ben, je pense que d'abord, une personne qui rentre dans le mouvement du scoutisme à un âge très jeune, je pense qu'il a de la chance de vivre toutes les étapes, de vivre tout ce que j'appelle un curriculum de 6 ans jusqu'à 19 ans. Après, bon, il prendra en charge lui-même, il va travailler dans la formation des jeunes. Je pense que effectivement, une personne en fait qui a pu accumuler toutes ces étapes, il sera en fait une personne très responsable dans sa communauté et ça va même l'aider après dans sa vie professionnelle. Effectivement, puisqu'on il sera forgé en d'autres termes. On apprend le partage, la rigueur, la solidarité. Donc toutes ces valeurs sont inculquées déjà dès leur jeune âge. Oui. Et ce n'est pas tout le monde qui a de la chance en fait de rentrer jeune. Justement. Justement, c'est vraiment une chance parce qu'en fait, c'est une expérience, on va dire, magnifique puisque on touche à tout, on va vers tout et c'est ça en fait qui fait que ça sera un citoyen, on va dire, un citoyen modèle pratiquement. Oui. Et voilà, et qui va répondre de manière très adéquate face aux défis de la société qui vont l'attendre au futur. Effectivement. Oui. Donc, quelles sont les activités que vous prévoyez dans les mois à venir,
un petit peu pour cette année? Bon, les scouts musulmans algériens sont toujours présents dans toutes les célébrations et les fêtes nationales, surtout lors de la commémoration de la Révolution, etc. Parce qu'on n'oublie pas que les scouts musulmans algériens, ils ont pris part de la Révolution. On a pas mal de chefs scouts qui ont en fait, qui étaient en première ligne dans la guerre de la Révolution algérienne. Effectivement. Et en fait, en commémoration à ces sacrifices, les scouts musulmans organisent toujours des séminaires en fait, pour faire ce qu'on appelle le devoir de mémoire et d'inculquer à nos jeunes en fait, l'amour du pays et les valeurs du sacrifice pour la patrie. Et par ailleurs, on a pas mal d'activités qui sont organisées avec nos partenaires et la société civile. Par exemple, je cite, en 2023, on a lancé la distribution de 8000 cartables pour la rentrée scolaire. En partenariat avec Jay-Z, ben, ça prouve en fait l'engagement des scouts vers l'éducation et vers la solidarité. La solidarité, beaucoup plus par rapport à nos enfants. Parce qu'en fait, nos jeunes scouts aussi sont des élèves, d'accord. Et aussi, on se positionne également, on s'est mobilisé dans la protection de la jeunesse contre les fléaux sociaux, surtout par rapport à la toxicomanie, en organisant plusieurs campagnes de sensibilisation face à ce fléau social. Et aussi, par ailleurs, un partenariat notable entre les scouts musulmans algériens et l'UNICEF a été établi pour promouvoir les compétences de vie chez les jeunes. Voilà. Et c'est quoi exactement chercher des compétences de vie? On vise à relever en fait, les défis du développement durable et la lutte contre la pauvreté. En organisant des activités, des workshops. Surtout, en fait, on essaye d'atteindre en fait, les extrémités du pays, les régions. Les points les plus éloignés du pays. Et les plus démunis. Très bien. Donc, quelles sont les dernières activités à laquelle vous avez participé? Donc, on a participé à des conférences par rapport à la sensibilisation quant à la drogue et la toxicomanie. Donc, on a fait des sensibilisations. On a remarqué que malheureusement, les établissements scolaires sont un peu touchés par ces fléaux. C'est un peu... Alors, on a fait des campagnes de sensibilisation, on a passé par ces établissements pour qu'on préserve nos enfants de ces fléaux. Effectivement, donc une activité nécessaire, puisque de nos jours, c'est un fléau récurrent, pas rien que chez nous, puis dans le monde entier, ça devient, on va dire, un problème mondial. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos donc encore des scouts, de toutes les activités? Je résume en fait par les paroles du fondateur Baden-Powell. Il faut laisser ce monde un peu plus meilleur que vous l'avez trouvé. En fait, c'est ça la philosophie du scoutisme. Par nos activités, par nos campagnes de sensibilisation, par nos initiatives, chaque scout vise en fait à laisser un impact positif sur la société et de telle manière à rendre ce monde en fait un peu plus meilleur que ce l'on a trouvé. Avec les moyens de bord. Avec les moyens qu'on a. C'est un devoir, on va dire, un devoir pour chaque être humain sur la Terre, puisque il faudrait bien qu'on laisse, on va dire, quelque chose à nos enfants, donc un patrimoine, que ce soit, comme vous le dites, donc la sensibilisation au niveau de la protection de la nature, qui est un problème récurrent, qui est réellement, la sonnette d'alarme a été tirée, puisqu'il y a énormément donc, de pollution, que ce soit de la pollution atmosphérique, de la pollution des océans, tout ça revient, et ce sont des activités sur lesquelles, ce sont des points sur lesquels vous vous penchez. Oui, et en fait, ce que je pense est un avantage, parce que nous partageons ces valeurs avec toutes les organisations scouts à travers le monde. Du coup, il y a toujours des échanges, il y a un échange d'expérience. Nos leaders ont participé partout dans le monde, dans des événements. Moi aussi, j'ai pris part un peu partout en Europe, où on s'est engagé dans le mouvement bénévole,
pas uniquement en Algérie, mais aussi à l'international. À l'échelle internationale. Oui, on a contribué à l'organisation et à l'encadrement des événements. On a aussi contribué à l'échange d'expériences, à l'échange des bonnes pratiques et vice-versa. Donc un échange réel qui se fait entre tous les scouts du monde entier. Oui, et ça c'est l'avantage en fait du réseau scout. Hein. C'est plus de 54, comme je viens de dire, 54 millions de volontaires, plus de 170 organisations à travers le monde, dans les 5 continents, et ils ont cumulé plus de 2 milliards d'heures de bénévolat. De bénévolat et de travail. C'est énorme. Oui. En tout cas, bonne continuation. Merci. Merci beaucoup donc, de nous avoir parlé un petit peu du scout. Oui, un dernier mot peut-être? Je vous remercie et c'est toujours un plaisir hein, de participer avec vous. Hein. Merci, en tout cas, tout le plaisir est pour nous. Merci d'être venu ce matin, nous avoir donné tous ces détails et bonne continuation et beaucoup de courage à tout ce que vous faites. Merci. Merci beaucoup. Et tout de suite, je vous propose de suivre Samia Bouharour. Elle nous amène à Shreha le temps d'un week-end. Même si la neige se fait rare en ce moment à Shreha, cela ne réduit pas son pouvoir magique à attirer les passionnés de randonnée, de pique-nique ou tout simplement d'aventure au milieu des cèdres. Première visite à Alger et en Algérie, je suis ravi. La météo et le ciel n'est pas bleu, mais il y a du sourire partout, donc c'est magnifique. Je suis algérienne d'origine, mes parents sont algériens, je suis née en France. Je suis venue plusieurs fois enfant. Et ça faisait 10 ans que je n'étais pas venue. Donc là, pour moi, c'est une redécouverte. Je vois que l'Algérie a énormément changé en 10 ans. C'est impressionnant. Et Shreha, ça faisait des années que je voulais venir. Bon, là, il neige pas, il pleut un peu. Il fait un peu froid. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. C'est très, très beau. Ce parc national, situé à 50 km au sud d'Alger, dans la wilaya de Blida, c'est essentiellement un parc montagneux, situé en plein cœur du massif blidéen. Il abrite de vastes forêts de cèdres centenaires. Il a été reconnu réserve de biosphère par l'UNESCO en 2002. Dans ce trésor naturel, on trouve plusieurs espèces d'arbres, dont le fameux cèdre, le chêne vert, le chêne liège, le touya, le pin d'Alep et d'autres espèces. En ce qui concerne la faune, plusieurs espèces mammifères, à l'exemple de la balette, le magot et même le chacal doré. La forêt abrite aussi plus de 100 espèces d'oiseaux, les plus connus, le vautour fauve et l'aigle royal. En plus du cadre naturel des plus féeriques, cet endroit demeure un lieu de partage et de convivialité qui réunit les familles algériennes autour d'un feu de bois ou d'une table bien garnie. De retour sur notre plateau et nous avons le plaisir de recevoir Hamza Djellab. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah. Heureuse de te retrouver comme chaque jeudi. Oui. J'adore parler de décoration. C'est quelque chose qui me passionne et aujourd'hui nous allons parler de décoration d'intérieur. Oui. Espace par espace. Pour les maisons, oui. D'accord. Donc chaque espace, j'imagine, a ses spécificités. Tout à fait. Voilà. Donc on a en fin de compte la décoration des espaces de maison, comme on a la décoration des espaces de commerce, par exemple, les espaces de bureaux. Mais aujourd'hui, on va consacrer ça à la décoration. On va parler de la décoration des maisons. En fin de compte, les espaces intérieurs sont regroupés en sous-espaces selon leur fonction. On a les espaces jour, les espaces nuit. On a par exemple les espaces humides, les espaces secs. On a les espaces servants et les espaces servis. Très bien. De là découle l'idée des espaces de circulation qui desservent les autres espaces. Dans une maison, il y a une circulation horizontale
Cette fonction essentiellement est faite par les couloirs et les halls, et la circulation verticale qui est faite par les escaliers notamment. Donc les escaliers ne font pas seulement la relation verticale, mais dans notre histoire d'architecture, notamment dans la Casbah, le patio, la maison patio, l'escalier fait partie de la décoration de l'intérieur et de la vie de l'intérieur. Oui, c'est voilà, vrai. c'est pas seulement. C'est pour ça, moi, que j'aime pas du tout quand on dit cage d'escalier. Pourquoi cage? Oui, cage, c'est vrai que Voilà. c'est assez négatif. Donc, pour parler des couloirs et des halls, c'est les premiers espaces qui nous accueillent quand on arrive à la maison, en fin de compte. Donc, ils doivent refléter le goût et la personnalité de ses occupants. C'est pour ça que je dis toujours que ces deux espaces sont des espaces aussi importants que les autres espaces tels que le séjour et les chambres. Il y a des gens qui délaissent ces espaces alors que non. Ces espaces nous laissent, d'ailleurs même quand on sort, c'est les derniers espaces dont on accède avant de sortir. Alors, faut-il qu'ils aient toute notre attention pour les décorer et les rendre jolis, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, pour un couloir, pour éviter l'effet tunnel. Oui, c'est vrai, c'est ce que j'allais vous dire. J'allais vous dire, les anciennes constructions, c'est assez moche. C'est Voilà. toujours des longs couloirs avec des portes comme ça. Ça fait un peu... Voilà. oui. Donc justement, très joli. avec la peinture, quelques idées de décoration, on leur donnera tout l'aspect qui soit un peu vaste. Donc il faut éviter d'emblée de les peindre avec des couleurs sombres. Ça, c'est essentiel. D'accord. Donc on va toujours vers les couleurs claires, de préférence des couleurs brillantes. Comme ça, ils peuvent refléter le peu de lumière du jour qui peut arriver à travers le séjour, généralement. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut, pour les portes de séjour, de préférence qu'ils soient vitrées. Comme ça, il y aura de la lumière du jour qui arrive au couloir. Je parle des appartements en général. Hein. La lumière du jour arrive à travers les vitres des portes de séjour, même d'une manière indirecte. Et quand il rencontre une surface réfléchissante, là, on a plus de lumière de jour. Sinon, le couloir doit être très bien éclairé la nuit aussi. Et puis, on favorise la lumière indirecte. Comme ça, elle donne plus d'espace à l'espace. Donc, pas de spot? Les spots, si. Donc, on a en fin de compte, dans chaque espace de l'intérieur, on a 3 types d'éclairage. Oui. En parlant de l'éclairage artificiel. Hein. On a l'éclairage direct, tel que les spots ou les lustres. L'éclairage indirect. L'éclairage indirect, on ne voit pas la lampe, c'est indirect. D'accord. Et l'éclairage décoratif. Généralement, on met de la décoration avec l'éclairage dans tous les espaces. Alors, ce qui est devenu à la mode aussi pour pour certaines tranches d'âge, en fait, c'est les LED dans les chambres. On en reviendra, peut-être qu'il faudrait en parler de toutes ces couleurs et de toutes ces lumières. C'est très important dans la lumière. Important. Tout à fait. Mais il faut aussi mettre des miroirs, notamment. Parce que les miroirs, surtout si on a 2 miroirs qui sont un opposé en face de l'autre. Comme ça, l'espace va s'agrandir d'une manière très, très jolie. Très bien. Voilà. Donc, on va vers les surfaces réfléchissantes, les couleurs claires et brillantes, et la lumière indirecte, de préférence une lumière blanche. Parce que les lumières, il y a la lumière jaune, la lumière blanche et la lumière bleue. La lumière blanche ou la lumière du jour. Qu'est-ce qu'on trouve dans un couloir ou dans un hall en général? Quelques meubles. Voilà. Oui, quelques meubles, le meuble à chaussures, le premier meuble, porte-manteau. Voilà, meuble à chaussures, les porte-manteaux, et aussi... Un vide-poche peut-être. Voilà. Oui. Et au moins une chaise pour s'asseoir.
Oui. quand on veut porter notre chaussure. Ces meubles, comme on voit ici dans cette image par exemple, le meuble doit refléter en fin de compte le style de la maison. Donc ces espaces qu'on rencontre à l'entrée doivent refléter tout le style de l'intérieur. Donc il doit être, on va dire, en accord avec tout le reste de la décoration de la maison. Très bien. Pour avoir cette harmonie générale de la maison. Si on va vers un style classique, faut-il que les meubles, la décoration des hauts et du couloir soient du même style. Si on choisit aussi une ambiance particulière, on en a parlé déjà dans une émission, une ambiance par exemple, une ambiance de voyage, une ambiance de verdure, une ambiance cosmique, toute la décoration doit suivre aussi, pour ne pas avoir une concordance entre le rôle et qu'on va percevoir après. Donc, même, c'est-à-dire ce style ou ce pattern ou cette ambiance doit être dans les 3 composantes de l'intérieur, qui sont les sols, les murs et les plafonds. Parce qu'en fin de compte, nous, on voit en 3D. La 2D reste technique. C'est pour juste l'exécution. Mais en fin de compte, on voit en 3D. On voit les 3 composantes en même temps. Comme vous le savez, l'angle de vue de l'être humain, l'horizontalité c'est 54 degrés et pour la verticalité c'est 37 degrés. Donc en fin de compte, on a une ellipse du confort visuel. Nous on voit une ellipse, pas un cercle ou un carré. Très bien. Okay. Donc cette ellipse va rassembler les 3 composantes qui sont les sols, les murs et les plafonds. Donc on doit les traiter en tant qu'ensemble. Donc on ne peut pas les dissocier. Non, on ne peut pas les dissocier, jamais. Se dire oui, le plafond, bon, généralement le plafond il est blanc. Oui, de préférence, surtout pour les couloirs. Il faut que les plafonds soient blancs, comme ça ils vont refléter plus de lumière et l'espace va devenir plus vaste. Si notre plafond est bas... oui, voilà, justement j'allais vous parler de la hauteur du plafond. Voilà, la hauteur. Généralement, une bonne hauteur pour l'échelle humaine, c'est 3,06. Très bien. Pourquoi 3,06? Parce que pour un étage, généralement, on a 18 marches. À 0,17, c'est-à-dire 17 cm de contre-marche. Donc, on a 18 marches, 3,06. Mais des fois, quelques appartements, on a les plafonds un peu bas. Pour donner l'impression qu'ils sont hauts, pour les rehausser, de préférence, dans les murs, on les traite avec une peinture en bande verticale. Comme ça, on donne l'impression qu'ils sont un peu surélevés. Ça, c'est quand on n'a pas de hauteur sous le plafond. Oui. Très bien. Okay. Voilà. Donc ça, c'est la première astuce. C'est qu'on fait des bandes verticales comme ça, leur couleur ou leur texture, ou avec un matériau différent du mur. Comme ça, on a des bandes verticales qui vont rehausser le plafond. Très bien. Bon, c'est un petit peu la même chose que quand on s'habille aussi. Hein. Oui, c'est la même chose. Quand on met des rayures, voilà, pour la mode, c'est la même chose. Donc des rayures à l'horizontale. Le contraire est vrai aussi. D'accord. Si on a un plafond haut, pour l'abaisser, on mettra les bandes les bandes horizontales. À l'horizontale. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Djilabi. C'est moi qui vous remercie. Voilà, donc on va s'arrêter là aujourd'hui. D'accord. On va s'arrêter au hall. D'accord. Et ensuite, la semaine prochaine, avec vous, on continuera On continuera vers le reste de la maison. Les chambres. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Djilabi. Je vous remercie. Merci. Et à jeudi prochain, Inch'Allah. Inch'Allah, ok. Merci. Et tout de suite, je vous propose de suivre un sujet de Labnor, c'est la baie d'Alger. Il faut rendre à Alger ce qui appartient à Alger, la mer. Nous sommes en 1895. Alger, la Blanche, Al-Mahrousa, Al-Bahja, avait encore son reflet sur la Méditerranée qui révélait toute sa beauté. Cette beauté qu'on vient retrouver ici depuis quelque temps seulement.
On n'a pas attendu la fin des travaux d'aménagement initiés par la wilaya d'Alger pour profiter des lieux. La connexion entre la baie et sa ville attire de plus en plus de monde, sachant que ce projet est réparti sur 3 phases, dont la première sera bientôt réceptionnée. C'est l'aménagement d'une placette au niveau du port de la pêcherie, ainsi que l'étanchement des espaces sous la place des Martyrs, ainsi que le centre commercial qui contient 43 boutiques d'une surface moyenne entre 60 et 80 mètres carrés. Nous sommes ici sur la passerelle qui relie pour le moment la sortie du centre commercial au port de plaisance d'Alger. Une passerelle qui sera remplacée bientôt par une grande esplanade d'une superficie de 16 000 m² qui aura comme limite les 2 extrémités du centre. Par ailleurs, un accès direct sera garanti à partir du boulevard Che Guevara. Il y aura des liaisons verticales. Il y aura l'implantation d'un ascenseur urbain qui va contenir 4 batteries d'ascenseurs panoramiques qui vont être utilisées par que ce soit les personnes, les PMR ou pour l'ensemble des visiteurs du site. Mais voici la partie la plus surprenante de ce méga projet, les voûtes situées sous la place des Martyrs. Sur 2 niveaux, avec une superficie de 2500 m² chacun, l'endroit renferme 2 époques historiques différentes, ottomane et coloniale. On y accède par 4 portes. À partir de Bab Azoun, la mosquée d'Alger, le centre commercial et bien sûr la pêcherie. On a projeté de réaliser plusieurs restaurants événementiels ainsi que des petites galeries d'art. Pourquoi pas retracer l'histoire de Alger et de l'Algérie entière dans ces galeries. Un musée est également prévu au programme. Cela dit, la vision du plan bleu est beaucoup plus large et ambitieuse. Afin de permettre de reconnecter la ville à la mer, la wilaya d'Alger prévoit d'autres projets d'aménagement, d'El Marsa jusqu'à Zeralda. Voilà, c'était un sujet signé Fella Benour et j'ai le plaisir de recevoir Abdelkader Guida. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, je vous remercie. Alhamdoulilah, merci d'être là ce matin. Et donc vous êtes le directeur de l'aménagement urbain et de la restauration des quartiers. Voilà. Oui, au niveau de la wilaya d'Alger. Au niveau de la wilaya d'Alger. Donc Alger en ce moment, donc ces derniers mois, on voit énormément donc, de travaux qui se font au niveau des façades, donc de la peinture, de la réhabilitation. Donc tous ces éléments ont commencé quand même il y a quelques années et là ça commence à prendre forme et on va dire que Alger a un petit coup de jeune. Exactement. Donc, cette opération de réhabilitation du vieux bâti, il faut dire qu'elle a démarré à peu près il y a une dizaine d'années. À l'époque, donc, la wilaya d'Alger, devant un peu le nombre important d'immeubles donc, qui mènent à ses ruines, donc, a décidé de prendre en charge la réhabilitation de ce bâti en engageant au début 5 opérateurs. Ensuite, par la suite, il n'en restait que 2. C'est-à-dire il y a la régie foncière de la ville d'Alger, il y a donc la DARC, la direction, donc ma direction. Ce bâti donc, était soumis à une dégradation un peu accélérée. Donc il fallait réagir, donc il fallait un peu atténuer ou bien freiner donc, cette dégradation, d'une part. Deuxièmement, il fallait sécuriser l'espace public, parce qu'il y avait des balcons qui chutaient, donc, qui malheureusement causaient des blocs, mort d'homme. Ensuite, il fallait valoriser ce patrimoine, même s'il n'est pas classé. Quand même, c'est un patrimoine donc, dont certains immeubles sont d'une richesse exceptionnelle. Tout à fait, tout à fait. Quatrièmement, c'est offrir un peu aux usagers de ces immeubles, c'est-à-dire donc un confort, notamment par la rénovation des ascenseurs,
la réhabilitation des minuteries, la Des réparation escaliers aussi, des escaliers, bien sûr, des escaliers. Donc il y a la réparation des étanchéités des toitures. Il y a, même si c'est un élément peut-être auquel on ne donne pas beaucoup d'importance, il y a aussi les boîtes aux lettres, parce que dans certains immeubles, les boîtes aux lettres n'existent plus. Et surtout, c'est de réhabiliter aussi l'espace public à travers donc, la mise à niveau de la voirie, l'éclairage public, le mobilier urbain. Voilà un peu, en gros, en quoi consiste cette réhabilitation. Bien sûr, c'est-à-dire donc on s'est attaqué un peu aux immeubles d'abord à usage d'habitation, parce que c'est eux qui présentaient un danger. Un danger. En même temps, ce sont des endroits qui sont très utilisés, comparé par exemple à des, on va dire à des habitations à but juste où on travaille. Ce n'est pas utilisé de la même manière. Absolument. Voilà, absolument. donc c'est pour cela que ces immeubles-là présentent plus de dégradation. Absolument, parce qu'ils sont occupés d'une manière permanente. Très bien. Effectivement, donc ces dégradations sont causées par d'abord le manque d'entretien. Et puis ça, c'est un peu les conséquences un peu de la cession des biens de l'État, c'est-à-dire donc les gens qui occupaient les logements ont acquis leur logement. Malheureusement, c'est-à-dire donc cette cession n'a pas été accompagnée d'un règlement de copropriété pour définir un peu les droits et les obligations des occupants. Donc ces immeubles-là sont un peu, par méconnaissance peut-être, ont été un peu délaissés. Et donc les conséquences, c'est-à-dire il y a eu une aggravation donc des désordres. Très bien. Ensuite, il y a le vieillissement des matériaux, donc automatiquement les aléas climatiques. Et il y a, c'est-à-dire ces immeubles ont été encore fragilisés par les différents séismes. Très bien. Ce que je vous propose, monsieur, c'est de suivre donc un sujet de Feria El Hamdi. Donc, elle s'intéresse aux vieux bâtis à Alger. On regarde et on revient juste après. Une virée à travers les avenues et ruelles principales de la capitale Alger, depuis l'avenue d'Idouche Mourad jusqu'à la rue Reda Houhou, fera remarquer aux visiteurs que des opérations de réhabilitation des vieux bâtiments y sont en cours. C'est des immeubles qui datent depuis la deuxième moitié du 19e siècle et la première moitié du XXe siècle. Donc avec un système constructif, des planchers à voûtins, des murs porteurs en pierre, des escaliers en maçonnerie, des fois on les trouve en bois. Des planchers à voûtins avec des solives métalliques ou bien en bois, avec des terrasses accessibles. Donc ce vieux bâti, il est dans un état très dégradé. Donc la wilaya d'Alger a décidé de faire cette opération de réhabilitation. Édifié avant la période de l'indépendance de l'Algérie, l'objectif est double. Conforter d'abord ces bâtisses pour les rendre habitables et puis donner un coup d'esthétique pour redonner à la capitale sa beauté d'antan. Et c'est des travaux lourds parce qu'il y a des planchers qui ont subi des infiltrations d'eau, corrosion de hache, d'éléments IPN. Et puis il y a un danger immédiat. L'effondrement se fait sans avertissement. Pratiquement tous les bâtiments sont concernés. Et il y en a qui sont en très bon état, mais parce qu'ils ont été, chaque fois, il y a eu des interventions pour éventuellement un ravalement de façade, des étanchéités, reprise de carrelage. Donc le tissu est quand même assez touché. Ces bâtiments haussmanniens ont subi les aléas de la nature et du climat.
Il s'agit de consolider escaliers et rampes d'escalier ainsi que la rénovation des ascenseurs. Le tout pour réhabiliter les immeubles dont beaucoup datent du 19e et 20e siècle. Cet immeuble, le premier problème, c'était la terrasse. On a repris partiellement le plancher. On a repris ce qu'on appelle un plancher, ce n'est pas une dalle. C'est des voûtes en espagnol avec des haches. Ensuite, une étanchéité et revêtement en carrelage ou en général en carrelage. Et voilà, on a repris le plancher. En général, c'est au niveau de la terrasse. Maintenant, on vérifie quand même les étages inférieurs et au niveau des salles d'eau. S'il n'y a pas de corrosion avancée au niveau des éléments, des haches, on brosse, on reprend avec la peinture anti-rouille. Sinon, on reprend les éléments et les voûtes après élaboration de plan et un visa par le service du CTC. C'est eux qui font la première visite et puis nous, on continue le travail. Le défi est aussi de leur redonner leur cachet initial en prodiguant un soin particulier au balcon, orné de gorgognes et autres motifs chers au style baroque. Nous avons une équipe qui est spécialisée dans ce moulage des éléments architectoniques. Des fois, on fait la reprise carrément et des fois, on fait les réflexions de ces éléments architectoniques qui fait la décoration de la façade. La capitale commence à retrouver un aspect plus attrayant grâce à ces travaux de réhabilitation qui n'ont épargné aucun quartier. Voilà, Alger la Blanche recommence à avoir cet éclat. Donc beaucoup d'immeubles ont été finis, surtout sur par exemple l'avenue d'Idouche Moura. Donc beaucoup d'immeubles sont finis, ont été rénovés et finis. Et c'est ça que je disais qui donne vraiment ce côté esthétique qu'a Alger. Absolument, absolument. Absolument. Et effectivement, donc, cette opération de réhabilitation s'inscrit dans un cadre, ce qu'on appelle, au niveau de la wilaya, donc il y a quatre plans. C'est le plan vert qui est tout ce qui est environnement. Le plan bleu, c'est tout ce qui est marin en quelque sorte. Le plan blanc, c'est l'habitat et le plan jaune, c'est le transport. Donc cette réhabilitation s'inscrit dans le cadre du plan blanc. Et effectivement, donc, il y a des immeubles donc, qui sont achevés, il y a des immeubles qui sont en cours, il y a des immeubles donc, qui sont programmés. Ce qui est en cours actuellement, il y a au niveau des grands boulevards, les boulevards emblématiques, la rue d'Idouche Moura, la rue Al-Arbi Mehdi, la rue Hassib Ben Mouali. Ensuite, il y a des travaux qui sont en cours au niveau de la périphérie du centre, c'est-à-dire donc à Youssendé et Belmousdad. Oui. Donc prochainement, on va donc entamer. Il y a aussi au niveau du centre, c'est-à-dire donc la rue Redahouhou, c'est-à-dire un peu le quartier de Messonnier. Il y a donc dans peu de temps, on va engager des travaux sur la rue de Bechérif. C'est au niveau d'Alger Centre, donc c'est la rue Harichat, l'ex-rue Mogador. Il y a donc le boulevard Bougara à Elbière et la rue Ali Khouja à Elbière. En plus, c'est-à-dire il y a le centre de l'Harrach, quand même c'est un centre donc, qui a été construit durant la période coloniale, donc qui mérite d'être un peu repris et donc il est inclus dans le programme. Très bien. Donc un programme qui avance bien, qui est en train de se mettre en place. Est-ce qu'il y a des quartiers, on va dire, qui sont prioritaires par rapport à d'autres ou est-ce que tout dépend, par exemple, de l'état des quartiers Non, il y a un programme, c'est-à-dire on ne peut pas aller intervenir comme ça, c'est-à-dire un peu partout. On commence par les axes les plus importants, donc les boulevards emblématiques, et on s'étend progressivement donc, vers les axes secondaires. Bien sûr, c'est-à-dire quand on prend un axe ou bien une zone, on traite l'ensemble, c'est-à-dire qu'on ne traite pas un immeuble parce qu'il présente des dégradations importantes par rapport aux autres. Quand on traite, c'est l'ensemble de l'îlot, c'est l'ensemble de la rue. On ne peut pas traiter un immeuble et laisser un autre. Voilà un peu En fait, c'est pour l'homogénéité. Voilà, c'est pour avoir une homogénéité, pour avoir une cohésion, c'est-à-dire
dans le cadre de notre intervention. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur... donc, vous avez dit, il y a quand même certains immeubles, c'est carrément des œuvres d'art. Hein. Absolument. Donc, ce qu'on a pu voir, c'est que tout est... on va dire qu'on essaye de reproduire au détail près tout, puisque comme je vous ai dit, c'est des œuvres d'art, il y a de temps en temps des atlantes, il y a des frises, il y a énormément d'éléments décoratifs qui donnent ce cachet à ces immeubles-là. Oui, ils sont repris, donc c'est des matériaux nobles, c'est-à-dire on utilise des marbres, donc c'est des céramiques, c'est des mosaïques, et il y a de la menuiserie, il y a les éléments architectoniques, il y a tout ce qui est ornement, donc on reprend, tout ça est repris à l'initial. C'est-à-dire donc on essaie un peu de garder le cachet initial de ces immeubles. Est-ce que certains quartiers vous ont donné un peu plus de difficultés que d'autres? Oui, pas au niveau des travaux, mais sur un autre plan, c'est peut-être au niveau de certains quartiers populaires, donc où il y a ces immeubles-là, donc on subit un peu des extensions dues aux surcharges un peu d'exploitation, c'est-à-dire c'est un peu l'éclatement de la cellule familiale. Donc, il y a des terrasses qui sont occupées, il y a peut-être des parties communes, des caves, des halls qui sont occupés. Et donc, pour pouvoir intervenir, des fois, il faut faire évacuer les occupants. Et parfois, ces gens-là n'ont pas où aller. Et donc, parfois, ça prend un peu de temps. Ça donne certaines... Ça donne, et de même que quand il y a, c'est-à-dire des planchers dégradés qu'il faut reprendre, parfois c'est un plancher, parfois c'est plusieurs planchers. Donc là, il faudrait faire évacuer les logements concernés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprendre des planchers avec des gens à l'intérieur. Donc il faudrait qu'ils libèrent les lieux. Et parfois ça prend un peu de temps. Et le confortement des immeubles aussi. Donc il y a certains immeubles qui demandent à être plus... Bien sûr. D'abord, il y a des études qui sont faites au préalable. Ensuite, il y a l'accompagnement du CTC donc, qui procède aux expertises des immeubles. Et quand il y a nécessité de confortement, on doit les conforter. On doit les conforter avec l'assistance du CTC. Surtout qu'il y a quand même des immeubles qui ont des fois subi, comme vous l'avez dit, donc des dégradations. Des fois même, on va dire que les murs porteurs, des fois, ont été touchés, des piliers aussi. Donc il y a eu cette espèce de, on va dire, de... Absolument, oui. D'ailleurs, c'est ce qui parfois, c'est ce qui donne lieu à des effondrements. À des effondrements. Justement, il n'y a pas très longtemps, je passais par la Basse-Casbah. Voilà, donc, et vraiment des travaux importants sont en train d'être faits, mais on va dire que c'est quand même de très très gros travaux, puisque quand même tous les habitants ont été, ne sont pas à l'intérieur donc, de ces immeubles, et c'est vraiment intérieur-extérieur. Mais bon, ça reste aussi peut-être des quartiers comme par exemple Baba Azoun, en l'occurrence. Oui, non, tout pratiquement donc, sur le programme, parce que la wilaya a tracé un programme triennal, donc 2024, 2023 à 2025, et notamment dans ce programme, on a programmé 17 axes urbains, et donc à travers 7 communes, et parmi ces axes, il y a pratiquement tous les axes de la Casbah. La Basse-Casbah, la Haute-Casbah, donc il y a la rue bien sûr de Béchrif, il y a la rue Bab Azoun, il y a la rue Arbadji, la rue Amal Qamat, donc pratiquement toutes les rues qui ceinturent la Casbah ont été inscrites dans le cadre de ce programme. Oui, mais en tout cas, un très très beau travail a été fait, hein, surtout comme je vous ai dit, au niveau de Baba Azoun, donc ce boulevard principal, donc avec toutes ces arcades aussi, même aussi au niveau du sol, ça a été presque, on va dire, refait à l'identique, et ça a gardé donc son charme d'antan. Donc pour le futur, on va dire... Oui, l'opération se continue, donc elle n'est pas ponctuelle. Donc elle se continue, c'est-à-dire plus
C'est-à-dire donc en programme, et plus on va s'étaler, c'est-à-dire au niveau de la périphérie. C'est-à-dire on va pas rester uniquement au niveau du centre. Donc on va aller un peu vers les cités. Là aussi, c'est-à-dire au niveau des cités, il y a certaines cités qui nécessitent des interventions. Donc ça va être un programme peut-être un peu, je dirais, complet, donc qui va toucher un peu toutes les localités. Est-ce que les marchés font partie enfin, certains marchés ont été réhabilités aussi, refaits. Comme par exemple, je vous donne l'exemple du marché de Bellecour, puisque c'est un quartier que je connais bien. Donc, il a été donc refait, que ce soit la toiture qui est d'époque. Donc, tout a été refait dans le détail. C'est pareil aussi pour certains marchés. C'est-à-dire qu'il y a des équipements. Donc, la priorité, c'est les immeubles à usage d'habitation. Mais lorsqu'on a la possibilité de reprendre un équipement donc, qui est situé, c'est-à-dire donc dans le secteur, on le fait. Il y a, vous parlez de marché, il y a le marché de 3 horloges à Bab el Oued. Oui, exactement. Là aussi qui a été repris. Donc même les équipements, c'est-à-dire quand il y a un équipement, c'est-à-dire qui est situé dans la zone, on essaie de le prendre en charge. Très bien. Merci, en tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Pour toutes ces informations et surtout pour un petit peu donner quelques éléments d'information donc à propos de tous ces travaux qui sont en train d'être faits. Et voilà, merci beaucoup. Et de donner la couleur à Alger. Exactement, à Alger la Blanche. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Et tout de suite, je vous propose donc de suivre... Attendez, on met juste la chanson, après je vous laisse partir. Voilà, donc je vous propose d'apprécier cette chanson et revient juste après. De retour sur notre plateau et j'ai le plaisir de recevoir Hasna Hani. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, alhamdoulilah, ça va. Un petit mot sur cette chanson? Voilà, quand je vois papa, déjà, Allah yarhamou. Une très 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 belle chanson qui parle de l'Algérie. Voilà. Donc, une empreinte indélébile et un grand homme dont vous pouvez être fier. Très fière. Voilà, Hasna, ce matin, donc vous venez nous parler d'un spectacle. Un spectacle très particulier, c'est Alegria. Allégresse, Inchirah. Exactement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Racontez-nous tout sur ce spectacle. Alors, c'est un spectacle de fusion entre musique andalouse, chabé et flamenco aussi. Mais sinon, la deuxième partie, elle va être consacrée à la Palestine, au peuple palestinien. On va faire une fusion de debka, flamenco, Inch'Allah. Et il y aura de la danse aussi. Une petite fille de 11 ans qui va danser le flamenco sur les rythmes algérois, tels que le berouali, le gbahi, et voilà. Voilà, cette petite fille... c'est ma fille. C'est votre fille. Exactement. Voilà. Donc, qui va participer à ce spectacle. Comment qu'elle a pris les choses? Eh bien, moi je pense qu'elle est née artiste parce qu'elle n'a pas le trac, elle n'a pas peur, elle avance. Tawana, chiche.
Moi, mon âge, là j'ai, bon, ce soir c'est le spectacle et je commence à stresser, je commence à avoir le boule dans le ventre et tout ça, mais elle... Zen. Oh, tranquille. Voilà, tranquille. Donc les gènes se sont réellement transmis, oui. Et cette fibre artistique. Donc comment vous est venue l'idée donc de préparer ce spectacle, de monter ce spectacle? Alors déjà l'idée en elle-même de chanter l'andalou en espagnol, bon, je l'ai fait il y a quelques années parce que bon, je réside en Espagne, à Madrid, ça fait 20 ans, et je suis rentrée cette année en Algérie avec mes filles. Mais avant, pour pouvoir encourager les filles à aimer cette belle musique et les attirer, j'ai commencé à la maison à chanter l'andalou en espagnol, et j'ai trouvé ça très 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 beau. Et en plus, donc au départ c'était juste pour inculquer l'amour de la chanson aux petites. Et en fait en chantant, l'idée vous est venue en vous écoutant. Très beau, exactement. En plus, bon, moi je fais la traduction et quand j'ai en parlé avec mon papa, je lui dit papa, tiens, pourquoi pas faire une fusion et pourquoi pas chanter l'andalou en espagnol, malgré que c'était un grand conservateur. Mais il a beaucoup aimé l'idée, il m'a dit c'est très beau, et là on va la faire. Alors la première fois, c'était en 2017 à la salle Ibn Zaydoun, où j'ai ramené avec moi des musiciens d'Espagne, avec une danseuse d'origine algérienne. Et c'était la première fois, et le public a beaucoup aimé. Et je me suis dit pourquoi pas. Bon. Donc une fois que vous avez vu que le public a adhéré, que réellement eux aussi ils ont apprécié. Exactement, parce que vraiment c'est bon, je change rien du tout, parce que j'ai pas le droit à toucher à la nouba ni à les 5 mouvements, c'est juste la langue qui change. Mais sinon la mélodie c'est la même, le rythme aussi, mais voilà. C'est très 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 beau. J'imagine. Donc parlez-nous un petit peu donc comment vous avez tout préparé ce spectacle. Ça fait combien de temps que on va dire que vous êtes dessus? Ça fait une semaine. D'accord. Ça fait une semaine parce qu'au début j'allais faire autre chose, j'ai préparé autre chose et j'ai appelé des musiciens et tout ça. Mais dernière minute, et quand j'ai vu tout le monde sur les réseaux me disent Hasna, pourquoi pas la fusion? Hasna, on a envie d'entendre Camarón de la Isla en arabe. Bon, j'ai dit ok. Et là, ça fait une semaine que je prépare le spectacle et j'espère que ça va bien passer. Les traductions ont été faites au préalable? Oui. Par moi-même, voilà. Mais sinon, j'ai aussi j'ai utilisé aussi les textes du grand poète García Lorca. Et parce qu'en fait, quand il s'agit de Sha'ar al-Malhoun, la traduction elle est un peu difficile et en plus ça change, elle n'a pas le même sens. C'est pour ça qu'il faut garder donc le sens. Donc je préfère prendre carrément des poésies et les placer, et voilà, pour ne pas dire aussi n'importe quoi sur scène et tout ça. D'accord. Et pour le spectacle de danse, donnez-nous tous les détails. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est préparé? Alors pour la danse, bon, parce qu'à chaque fois que je répète, elle vient danser, elle vient... Bon, donc la mélodie est là? Oui, là parce qu'elle va danser sur la chanson Rosa Maria de Camarón de la Isla. C'est purement flamenco. Et j'ai remarqué à chaque fois qu'on répète, elle est là, elle ne bouge pas. Et elle commence et elle danse. J'ai dit pourquoi pas. Je lui ai dit Camille, tu veux monter sur scène avec maman? Elle m'a dit oui. Et est-ce que tu es capable de tenir? Je lui ai dit oui. Bon, je me suis dit je vais voir. Avec les répètes et tout ça, je vais voir. Si je vois qu'elle a le trac, si je vois qu'elle ne peut pas, eh ben, j'enlève, il n'y a pas de souci. Mais finalement, non. Moi, j'ai le trac et elle, non. Très bien. Donc, elle a trouvé tous ces mouvements corporels. Exactement. Elle les a trouvés. Elle a créé sa propre chorégraphie. Voilà. Et même dans la partie Debka flamenco, elle veut bien la faire. Alors, ça va être fusionné la danse aussi entre le Debka et le flamenco. Très bien. Donc, le spectacle va se dérouler ce soir?
ce soir à 18h, Inch'Allah, à la salle Ibn Khaldoun, avec l'établissement Agriculture. Parlez-nous un petit peu du spectacle de 2019, quand vous l'avez préparé. Dans quel état d'esprit vous étiez et comment vous attendiez votre public? Est-ce que vous vous attendiez, on va dire, à être, on va dire, accepté et apprécié aussi rapidement? C'est vrai que ça a été un peu difficile pour moi parce que déjà je venais en Algérie que pour des vacances ou quand j'ai des scènes avec mon papa Lahmo, je descends pour les scènes et j'avais très peur parce que déjà pour eux je suis la fille de Cheikh Smaïl Henni, j'ai pas le droit à l'erreur et là je vais sortir une nouba chantée en espagnol. Au début, sincèrement, j'avais très peur et j'ai hésité. Une fois ici à Alger avec les musiciens, j'ai hésité, mais papa, alhamdoulilah, il m'a encouragée, il m'a dit non, on va essayer. Et finalement, quand on a commencé le spectacle, c'était à la salle Ibn Zaidoun, et la salle, elle était comble. Et le public qu'il y avait dehors, d'ailleurs, j'avais mes tantes, mes cousines, mes cousins, parce que c'était vraiment... Mais c'était impressionnant, vraiment c'était impressionnant. Et j'espère que ce soir aussi, il y aura un beau monde, Inch'Allah. J'en doute pas, j'en doute absolument pas. Parlez-nous un petit peu donc, de votre, on va dire, pas de votre parcours, mais de votre retour. Donc vous êtes de retour à Alger depuis cette année. Je suis rentrée cette année définitivement avec les filles. Mais sinon, bon, j'ai commencé la musique à l'âge de 8 ans. D'accord. Avec le papa Allah yarhamou au sein de l'association Assendoussia. Et après, c'était avec l'association Inch'Allah en 98. Et bon, après, j'ai dû partir pour finir mes études. Mais sinon, je me suis jamais arrêtée. Et à chaque fois que j'ai une scène, je suis là en Algérie. Mais là, je suis de retour et définitivement. Eh ben, on te propose donc d'écouter ce morceau musical. اللي بين افتخار من لا يتمنى محبتي يتمنى غلبت حيلته 10 زمان حيلاتي دار لسان وسيف للغدار خفت من اللحظة ومن البرق المزنار نبكي على دروبي ضياع وقاتي يوم الهول ضربة القبر بدي يا ربي سيتي. Voilà. Un très bel extrait, très bel extrait. Donc, vous êtes ému. C'est, en tout cas, là, vous voulez j'ai nous la faire photo plaisir. en face. Oui. En tout cas, on va encore. Je te laisse un petit peu. C'est un moment émouvant. Non, d'aller la photo en face, Yannick. Il est parmi nous, comme ça, il est parmi nous. Tous nos grands artistes, comme ça, ne tombent pas dans l'oubli, même s'ils sont plus de ce monde. Mais leur travail est là, mais ils sont toujours là par leur travail. Ils ont marqué leur temps, ils ont marqué leur époque par leur talent et leur perspicacité, parce que c'est pas toujours facile donc d'être artiste. C'est un chemin compliqué, mais qui donne tellement de plaisir et de satisfaction. Et en même temps, la graine a été semée, puisque vous-même, vous êtes artiste et votre petite aussi. On va rappeler juste l'événement, donc c'est ce soir. C'est ce soir, Inch'Allah, à 18h à la salle Ibn Khaldoun. Désolée, on vous a fait pleurer. Non, mais c'est normal, j'ai sa photo en face. Et voilà, donc soyez nombreux ce soir. Merci à vous d'être là. Je te souhaite,
Je suis certaine que le spectacle sera magnifique et que la salle sera comble. Merci encore Inch'Allah, d'avoir merci, été là merci à parmi vous. nous. Voilà, donc le rendez-vous ce soir, si vous voulez aussi, si vous êtes sur Alger, vous voulez vous rendre à ce spectacle, c'est ce soir à 19h à la salle Ibn Zaydoun Allegria, donc c'est le titre du spectacle. Voilà, donc on arrive à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un agréable moment. L'émission a été préparée par Yazid Ait Mahiddin et Faiza Wadi. Je remercie toute l'équipe technique et je vous dis restez toujours sur les programmes de Canal Algérie. Merci et au revoir. Vous retrouverez demain dans le Houda. Au revoir.